Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, oui je sais, c'est extraordinaire, je me suis fait couper les cheveux. Et je m'en félicite car aujourd'hui nous allons suivre la critique de Sanctum 2, Pico Pico et un rétro magic consacré à ma grande story. Et tout ça après les news. Après Dragon Ball ou Naruto, c'est désormais le manga One Piece qui voit ses adaptations en jeux vidéo se décupler au fil des années. Déjà 3 jeux sont sortis sur 3DS et c'est un 4e qui vient d'être annoncé par les développeurs de Gambarion, déjà à l'origine de jeux tels que Jump Superstars ou encore Pandora's Tower. Dans ce premier trailer de One Piece Unlimited World Air, ou Red selon les contrées, on a surtout la forte impression de voir un clone de Monster Hunter dans l'univers du manga phare de Oda et Ichiro. Les fans se font d'ailleurs du souci à son sujet quand l'auteur a annoncé qu'il mettait en pause sa série jusqu'au 10 juin pour soigner une infection bénigne des amygdales. Une pause exceptionnelle pour une série qui l'est tout autant. Au programme de ce nouveau jeu donc, chasse aux papillons, pêche et baston à coups de gum-gum boulettes contre des monstres de la taille d'un immeuble comme ce dragon de l'arc Punk Hazard, le tout en multi. Pas de date annoncée pour Namco Bandai et on ne sait pas non plus si le jeu sortira uniquement au Japon ou s'il s'exportera aux US et dans nos contrées. Près de 2 ans après sa sortie au Japon, Tales of Exilia sortira début août en Europe sur PS3 uniquement. En guise de trailer, et surtout pour fêter les 15 ans de la franchise Tales of, Namco Bandai a publié une vidéo rétrospective des jeux de la saga. Déjà unanimement salué par la presse, on ne peut qu'être impatient de pouvoir toucher à ce nouvel épisode sur nos consoles de salon. Plus que quelques mois à attendre. Comptez bien sur les loulous du crew 2XP pour vous en reparler. Le mélange des genres donne parfois naissance à de bonnes surprises et Gunpoint en fait partie. Mélange entre infiltration et puzzle game, vous contrôlez un détective un peu inspecteur gadget sur les bords qui doit s'infiltrer dans des bâtiments pour récupérer des données. Afin de ne pas se faire repérer, vous aurez à recabler les circuits électriques des bâtiments pour piéger les gardes et les caméras et hacker tranquillement les ordinateurs du coin. À la fin de chaque mission, des récompenses vous seront attribuées en fonction de votre efficacité dans 5 domaines. Violence, discrétion, bruit, temps mis pour remplir la mission et évaluation du client en cas d'objectif secondaire à remplir. Vous pourrez alors augmenter vos statistiques ou acheter de nouveaux gadgets pour les missions suivantes. Entièrement codé par un seul développeur, épaulé par la suite par d'autres personnes pour les graphismes et les musiques, une démo est désormais disponible sur le site du jeu et sur Steam. Gunpoint sortira le 3 juin pour 9 €. Beaucoup d'entre vous ont certainement déjà entendu parler d'une exposition qui est actuellement en train de se monter en France, consacrée à l'œuvre et à la carrière de Tezuka Osamu. Donc cette exposition, elle serait financée de manière participative grâce à la plateforme Ulule, comme tout le monde, devrais-je dire. Et puis la campagne, elle a pour but de récolter 25 000 €. Alors 25 000 €, c'est beaucoup. Mais bon, si on regarde le prix d'un jeu, si le jeu il est en plusieurs tomes, mettons 5 tomes, si c'est le 2, 5 tomes 2, regardez, c'est pas si loin, on n'est pas si loin des 25 000. En même temps, si le jeu il est bien, c'est compliqué, c'est compliqué. Cela fait maintenant une dizaine d'années que les Tower Defense se sont démocratisés. D'abord sur PC avec Warcraft 3 et son éditeur de cartes, puis peu à peu sur toutes les plateformes existantes. Le genre s'est tellement démocratisé qu'il semble impossible de penser que vous n'avez jamais fait au moins un saut sur un Tower Defense quelconque. Mais la série des Sanctum n'est pas quelconque. Elle a quelque chose en plus, quelque chose qui fait qu'on fait une partie, puis une autre, et encore une autre, pour finir en partie de 2 heures, alors qu'on ne pensait y rester que 10 ou 15 minutes. Situation under control. Sanctum 2, la suite directe de Sanctum, est donc, comme vous l'aurez deviné, un Tower Defense, mais avec la particularité d'être en vue FPS pendant toute la partie, permettant une évolution de gameplay assez impressionnante. Fini les phases passives où vous voyez juste les monstres débouler sans rien pouvoir faire si vous avez mal géré vos tourelles. C'est une alternance de stratégie et d'action pure qui vous attend. They're here. L'histoire de Sanctum 2, qu'on se le dise, ne peut être que plus développée que celle de Sanctum, puisqu'il n'en proposait tout simplement pas. On enchaînait les maps, on protégeait le cœur et on passait au suivant. Cette fois, les développeurs ont eu la bonne idée d'insérer un scénario. Il vaut ce qu'il vaut et n'apporte pas un grand intérêt supplémentaire au jeu, mais au moins, il permet d'habiller les temps de chargement. En effet, le scénario n'est développé que dans les phases de loading des niveaux, sous la forme de pages d'un comic book au style assez soigné, et au moins, ça met dans l'ambiance. On arrive au milieu d'une invasion de Loom, dans le centre de la fondation Britech sur la planète Loec 3. Petit à petit, on apprendra pourquoi ces monstres attaquent la planète, d'où ils viennent, et à côté, on en saura plus aussi sur la fonction de Britech et les personnages. Ces derniers sont au nombre de 4.
Les sœurs Autumn, Sky et Sweet, mais aussi Hagen, Hawkins et un robot appelé Simo. Si l'histoire se veut sérieuse, on notera quelques touches d'humour qui viendront détendre l'atmosphère. Maybe time for a cup of coffee. Par exemple, Simo, dont le visage se présente sous la forme d'un écran LCD, fera régulièrement le pitre en dessinant des smileys ou des mèmes. D'autre part, une quantité non négligeable d'easter eggs est présente, et cela va des commentaires faits par les personnages ou certains NPC Tower here, tower there. à des situations parfois grotesques ou étranges dans certaines parties cachées des maps. Awesome. Comme dit précédemment, on contrôle son personnage parmi un choix de 4 en vue FPS. Chaque personnage a sa spécificité et donc une arme de prédilection. Sky Autumn, le chef du groupe, porte un fusil d'assaut et peut faire des doubles sauts. Sweet Autumn, grenadière, possède un genre de bazooka avec 3 munitions. Simo est un tireur d'élite, il tire donc au fusil sniper et a une meilleure précision que les autres. Hagen Hawkins, l'homme de pointe, utilise un fusil à pompe et a plus de vie. À côté de ça, on peut choisir une arme secondaire parmi un choix au départ restreint, puis qui se développe au fur et à mesure que l'on gagne des points d'expérience et des niveaux. Soit dit en passant, les niveaux permettent de débloquer non seulement des armes, mais aussi des tourelles et quelques autres bonus dont nous parlerons plus tard. Enfin, on peut choisir un à plusieurs talents qui amélioreront des éléments bien spécifiques, comme l'augmentation des dégâts tous les 3 tirs réussis, ou alors l'explosion des ennemis quand ils meurent, ce qui provoque des dégâts de zone. Bon, c'est pas tout ça, mais il serait peut-être temps d'aller casser du monstre maintenant. On choisit donc une carte parmi la petite vingtaine disponible, divisée en 4 mondes, et pendant la création de la partie, on peut inviter des amis ou se faire rejoindre directement par des inconnus pour jouer en multijoueur. On peut en effet jouer jusqu'à 4 sur une même map, chaque joueur ayant ses propres ressources et blocs, ce qui permet de se répartir la tâche, bien pratique en cas de zone de spawn multiple. Il est par ailleurs facile de communiquer au sein du même jeu, avec la présence évidente d'un chat pour le mode multijoueur, mais votre microphone est aussi pris en charge en mode push to talk. Si cet aspect social par défaut est louable, certains aficionados du jeu solo trouveront aussi leur compte en réglant la partie en mode privé. Une fois le temps de chargement assez court et superbement illustré passé, on arrive en jeu avec un certain nombre de ressources, utiles pour la construction et l'amélioration des tourelles, et un nombre de blocs. Chaque bloc permet de construire une tourelle ou un mur sur une case du quadrillage. Le quadrillage est composé de cases bleues sur lesquelles on peut construire et de cases hachurées qui sont inconstructibles. Le but est évidemment de ralentir les ennemis en créant un dédale et en optimisant le placement des tourelles pour éviter qu'ils ne s'approchent du cœur à défendre. Le cœur possède 3000 points de vie et si ce chiffre tombe à 0, vous échouez. Toutes les cartes sont divisées en vagues, elles-mêmes composées de 2 phases. La première phase consiste à placer ses tourelles et ses murs pour ralentir et tuer les ennemis. Si on a généralement tout le temps que l'on veut pour construire son labyrinthe, on est parfois limité à plus ou moins 1 minute, histoire de faire monter la pression. La seconde phase est l'arrivée des ennemis par un ou plusieurs points en même temps. À vous de gérer l'afflux de monstres pour éviter de vous retrouver enseveli sous un flot incontrôlable. Vous êtes alors au milieu de vos tourelles à tirer sur tout ce qui bouge, car généralement, regarder ces tourelles faire le boulot ne suffit pas. Il faut donc rester derrière pour achever les loups ayant survécu à votre dédale. Une fois la vague passée, le cycle recommence. Was that all? Cette alternance de stratégie et d'action permet par exemple de faire un petit break après avoir passé une vague de monstres sur le fil. Il est temps de parler de ce qui donne son nom au style du jeu, les tourelles. En plus des tourelles offensives, le joueur peut poser des murs. Ces derniers coûtent un bloc à construire, mais pas de ressources. Tandis qu'une tourelle vous coûtera en moyenne entre 100 et 200 ressources, mais pas de blocs supplémentaires si vous la posez sur un mur. Par contre, si vous la placez directement au sol, elle coûtera un bloc, car en fait, un mur se construira automatiquement en dessous. Autre chose importante, vous serez limité à 15 tourelles offensives et autant de murs que vous le souhaitez, dans la limite des stocks disponibles. Dit comme ça paraît peu, mais au final, il est rare d'atteindre le nombre maximal de tourelles, surtout dans les premiers niveaux. Si jamais vous y arrivez quand même et qu'il vous faut plus de puissance, toutes les tourelles sont améliorables 2 fois pour un prix légèrement supérieur à son coût de base. Au fur et à mesure de l'amélioration, la tourelle gagne en dégâts et une fois un niveau passé, ce sont toutes ces statistiques qui prennent un coup de fouet, à savoir les dégâts encore, mais aussi la portée et la fréquence de tir. Enfin, une fois le niveau maximal atteint, vous pouvez encore alimenter vos tourelles, elles passent alors en overcharge et bénéficient encore d'un bonus de dégâts. 12 tourelles sont disponibles dans le jeu de base, débloquables au fur et à mesure de votre progression. Chaque tourelle est efficace contre un type d'ennemi et fera des dégâts moindres aux autres. Par exemple, la Gatling, qui tire vite et à courte portée, est efficace contre les petits ennemis, tandis que la tour éclair, qui lance des chaînes d'éclairs qui ricochent sur les monstres, est plus efficace contre les gros méchants. Et justement, les méchants, que serait Sanctum sans eux? On retrouve certains ennemis du premier jeu, comme les marcheurs et les sprinters les plus classiques. À côté, on a d'autres monstres un peu plus folkloriques.
Les absorbeurs sont des monstres qui grossissent à chaque dégât pris, et plus l'absorbeur grossit, plus il prend de dégâts. Ainsi, ils paraissent trop forts au début, mais se font finalement assez vite détruire en s'y prenant comme il faut. Les rhinos possèdent une armure assez robuste et courent plutôt vite, mais sont lents dans les virages. Des ennemis volants sont aussi de la partie, comme les mouches cracheuses et les flotteurs qu'il faudra aborder différemment des autres, même s'ils respectent à peu près le parcours établi, malgré le fait qu'ils volent plusieurs mètres dessus. Les monstres très agressifs n'hésiteront pas à vous tirer ou à vous foncer dessus pour vous faire mal. Car oui, on peut mourir et pas uniquement à cause des monstres. On peut aussi trépasser en chutant du terrain de jeu, en s'approchant trop près du point de départ des looms, ou avec l'option suicide, bien pratique, car il est possible de se retrouver bloqué dans le décor par inadvertance. C'est rare, mais ça arrive. Dans ce cas, on réapparaît après 10 secondes d'inactivité, et pendant ce temps, les looms continuent leur petit bout de chemin, ce qui peut amener une certaine frustration dans les cas critiques. Pour finir, on notera l'ajout de boss dans le dernier niveau de chaque monde, qui auront la fâcheuse manie de détruire méthodiquement vos tourelles avant de se diriger vers le cœur. Une sorte de surprise du chef, surtout la première fois. On sent que cette suite a été fignolée sur beaucoup de points suite au succès du premier jeu, mais à côté de ça, d'autres ont été oubliés ou retirés. Par exemple, si l'aspect évolution des tourelles est toujours présent, on ne peut plus améliorer ses armes comme auparavant. Elles garderont donc une puissance fixe qui s'avère bien efficace au début, mais parfois insuffisante dans les dernières vagues d'une map, tant le nombre d'ennemis peut être important. Si l'aspect scénaristique a été mis en avant, il ne sert finalement que de bouche-trou pour combler les temps de chargement. Cela reste assez astucieux malgré tout, il faut bien l'avouer. Aussi, l'aspect multijoueur a été grandement mis en avant, parfois au détriment du mode solo, où l'on peut se retrouver plus facilement dépassé par les événements. Ensuite, le risque de ressentir un certain ennui sur certaines vagues est présent, car au final, un tower defense, ça reste répétitif et certaines maps traînent en longueur. Mais malgré ces quelques défauts, Sanctum 2 reste dans la lignée du premier, et le nombre de nouveautés et d'améliorations surpasse largement les rares oublis qui nous feraient regretter Sanctum 1. Alors oui, je sais, vous et moi, comme tout le monde, on est nombreux à être tout le temps sollicités, et pour des bonnes causes la plupart du temps, il n'y a pas de raison. Et quand on revient du travail, hop, ou de l'école, ou du lycée, ou de la fac, ce que vous voulez, en tout cas, on revient. Et puis dans les transports en commun, voilà, on est tout le temps en train de nous demander des sous. Je sais, c'est pénible, c'est crevé pendant la journée, le soir on rentre, on n'a même plus la force d'aller acheter un petit bouquet, c'est vrai, on n'a plus qu'une idée, c'est essayer de manger comme ça vite fait, et puis d'aller se coucher, je comprends. D'ailleurs mon cœur, ce soir, quand tu rentreras toute fatiguée, c'est pas grave pour le petit bouquet, tu penseras la prochaine fois, et puis je t'ai laissé une petite barquette à réchauffer au four, voilà. Et puis, ça ferait tellement plaisir à Anne, quand même, si l'expo pouvait se monter, parce qu'elle est fan de Tezuka, elle aussi, comme nous tous. Quand même, pensez à Anne. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pico Pico. Aujourd'hui on va parler des sorties d'albums, mais tout de suite des concerts. Nombre d'entre vous partent au Japon l'été pour découvrir le pays, et si vous êtes là-bas le 28 juillet, profitez-en, car dans le Civic Hall, donc une salle de concert qui est à l'intérieur de la mairie de l'arrondissement de Bunkyoku, qui est juste derrière le Tokyo Dome, il y aura un grand concert gratuit de musique de jeu et d'anime fait par le Cosmos Sky Orchestra, qui est un orchestre amateur, mais bon, qui a un niveau quand même assez élevé. Donc pendant 3 heures, vous allez pouvoir écouter diverses musiques de jeux Nintendo, type Mario, Kirby, Mother. Oui, parce qu'au Japon, dans un concert de jeux vidéo, on ne peut pas faire l'impasse sur Mother, c'est pas possible. Donc du Mother, mais aussi des musiques d'animé. J'ai vu que cette année, ils allaient proposer du Cowboy Bebop et plein de trucs sympathiques comme ça. J'y suis allée l'an dernier, c'était vraiment très très bien, et en plus vous pouvez street passer avec 1500 personnes, donc profitez-en. Juste, même si le concert est gratuit, il est nécessaire de réserver sa place sur le site de l'orchestre. Vous avez l'adresse à côté de moi, c'est écrit en japonais, donc essayez, si vous avez la chance d'avoir un contact ou un ami qui parle japonais, qui puisse vous réserver la place, et je vous invite fortement à y aller, d'autant plus que c'est gratuit.
Cette semaine, on commence les sorties d'albums avec un des grands jeux de la PlayStation 1. Il s'agit de Vagrant Story. Oui, donc l'OST était déjà sortie sur CD et elle ressort en format digital sur iTunes, disponible dans le monde entier, ce qui est idéal lorsque vous n'avez plus de place chez vous ou bien tout simplement parce que c'est trop cher d'acheter le CD en import. Donc Vagrant Story, je pense que vous connaissez ce jeu, c'est un dungeon crawler qui avait été fait par Square Enix mais qui en fait avait été fait par les anciennes personnes qui géraient le studio Quest. Donc c'est un peu la Dream Team avec Matsuno Yoshida et Sakimoto Hideki aux musiques. Donc la même team qu'on retrouvera plus ou moins sur FF Tactics, Tactics Ogre et surtout Final Fantasy XII. Donc Vagrant Story, c'était dans une ambiance très très sombre avec des couleurs sépia comme les designs de Monsieur Yoshida et avec voilà, toute cette ambiance gothique sombre. Et pour les musiques c'est un petit peu pareil, donc on a beaucoup d'instruments classiques mais aussi quelques sons électro inquiétants qui viennent parsemer tout ça. Voilà une bonne occasion pour écouter la bande originale de Vagrant Story. Changement d'ambiance tout de suite, on part en France, on part sur la Côte d'Azur, tiens c'est près de chez moi ça, plus précisément à Monaco, avec un jeu du même nom, Monaco, mais qui ne parle pas de voiture, parce que oui, d'habitude les jeux qui parlent de Monaco, ce sont des jeux qui parlent du Grand Prix de Monaco. Là, non, c'est une simulation de cambriolage en coopération, un jeu téléchargeable, vous en avez peut-être entendu parler sur No Life, où on doit monter une équipe de cambrioleurs, alors par exemple celui qui sait bien crocheter la porte, celui qui sait cogner les gardes, etc., pour faire le casse du siècle à Monaco. Le problème c'est effectivement, même si on coopère, on a quand même la possibilité de se tirer un petit peu dans les pattes pour s'en sortir avec le plus gros du butin. Les musiques de ce jeu très sympathique et au graphisme assez particulier, un petit peu rétro, ont été composées par Austin Wintory. Donc on avait déjà beaucoup entendu parler de lui parce qu'il a composé la bande originale de Journey, oui, le fameux jeu de Z Game Company. On revient sur Monaco, donc la bande originale du jeu sort sur Bandcamp. Donc vous avez à la fois dans l'album la bande originale, mais aussi la moitié de l'album qui sont tout simplement des remixes du jeu, c'est pas très très cher et puis bon, comme c'est sur Bandcamp on peut écouter avant d'acheter, voilà, je vous invite à voir tout ça. C'est dans une ambiance un petit peu rétro ragtime avec voilà, des pianos désaccordés, etc. C'est très voilà, gangster des années 30, 40, 50 et si vous regardez le trailer, ils ont un super accent français, c'est assez rigolo. En parlant de choses qui cassent la baraque, oui, quel jeu casse plus la baraque que Pokémon, puisque chaque épisode se vend à des millions d'exemplaires. Tout le monde connaît, l'animé est sûrement un des animés les plus connus au monde en matière d'animé japonais. Donc voilà, les musiques de Pokémon étaient sorties en CD, etc. Et il y a forcément beaucoup de fans dans le monde entier qui se sont dit, voilà, nous aussi on veut faire des reprises de Pokémon. Alors d'habitude, les gens font des reprises techno, puis des fois des gens se disent, c'est vachement bien si on faisait une reprise symphonique de Pokémon rouge et bleu. Très bien, soit. Donc il y a des gens qui ont fait une reprise symphonique de Rouge et Bleu, c'est disponible sur la label Joypad Record. Et il y a des gens qui ont vu ça, qui se sont dit symphonie, classique, danse classique, ballet. Et il y a donc des gens qui ont fait un ballet de danse contemporaine de Pokémon à partir de cette OST version symphonique de Pokémon. Voilà, vous pouvez chercher, ça s'appelle Kanto Symphony. Et donc il y a des gens, ils font de la danse contemporaine, c'est un ballet Pokémon. Donc voilà, vous avez des dresseurs et vous avez juste une fille avec un t-shirt jaune qui danse et c'est Pikachu. Tout de suite dans Megamix, on retrouve le DJ spécialisé musique de jeu et il fait aussi des musiques d'anime et de la techno, mais il est très spécialisé musique de jeu, Tomsu, qui est un grand fan de Love Plus d'ailleurs. こんにちは、ゲームソング DJ のトムツーです。今日は、東京の新宿にある8ビットカフェからお送りいたします。毎回ですね、ゲームソングのリミックスを紹介しているこのコーナーなんですが、今日紹介するのはこちらになります。2本目でパジャマヒーローにも、英語ですとリトルにもですね、
100年以上前の映画なんですけども、こちらの方の音楽のリミックスの紹介になります。こちら日本ではですね、田宮淳子さんが作曲したものなんですけども、現在やっているのは、シャナブルラさんがリミックスした、曲になります。ピアノラインが入りつつ8ビットが入る、こちらネスジャムというですねアルバムに収録されているものですね。他にもキャッスルバニアですとかそういった曲が収録されているアルバムの1曲になります。実はこちらの曲はですね、私が先日ノンストップミックスを出した時にも使わせてもらった1曲になります。なかなかファミコン自体も日本でしか発売されていないものなのでなかなか手に入りづらいと思いますけども、ぜひ興味がある方はプレイしていただければなと。カプコンさんが出しているファミコン時代の隠れた名作でございます。Ce numéro de Pico Pico est terminé, j'espère que ça vous a plu. Alors j'aurais voulu parler de la bande originale de Far Cry 3 Blood Dragon, parce qu'elle est vachement bien, et comme le jeu est 18+, je peux pas vous montrer d'image, mais en fait c'était un groupe qu'il a composé, un groupe australien qui s'appelle Power Glove, que je connais depuis un petit moment, qui est très très bien, où ils font des musiques, en fait ils sont très très fans des jeux des années 80, et ils font des musiques qu'on se croirait dans Blade Runner, dans Mad Max, etc. On a envie de conduire une cyber voiture la nuit dans une cyberville, et c'est trop bien. J'en avais utilisé d'ailleurs dans le Toco Toco, on était allé voir le bar SF, et donc juste pour dire que voilà, c'est Power Glove qui a fait les musiques de Far Cry 3 Blood Dragon. C'est vachement bien, je peux pas vous montrer les images, mais téléchargez la bande originale qui est disponible sur le net. Voilà, sur ce je vous dis à dans 2 semaines et à bientôt, bye bye. Et puis attention, vous donnez pas comme ça des sous à l'association à fond perdu. Non, parce que non seulement vous soutenez une chouette exposition, hein, qui pourrait vous permettre d'en apprendre plus sur Tezuka, sans même avoir à aller au Japon, et peut-être même sans même avoir à aller à Paris, puisque l'exposition prévoit d'être itinérante, et passerait même par Annecy. Voilà. Mais en plus, il y a des cadeaux. Et oui, des cadeaux. Parce que, imaginons, voilà, vous avez 10 €, hop, vous les donnez à l'association. C'est sympa, vous êtes au crédit de fin, dans les remerciements. Vous donnez 20 €, vous avez un petit package Tezuka, et puis après ça augmente comme ça, et là, paf, vous donnez 5 000 €, et là, vous avez le droit de monter l'exposition où vous voulez. Ah bah, vous voulez, oh, je veux une exposition ici. Alors ils arrivent comme ça avec leur expo, paf, et oh, voilà. Bon, c'est réservé à une seule personne, donc soyez les premiers sur le coup, faites vite, hein. Et par contre, vous avez 50 000 €, alors là, vous venez directement nous voir, puis on va s'arranger. On peut discuter, il n'y a pas de problème. Par contre, oui, je sais que vous êtes déjà plus devant la télé, vous êtes tout de suite devant l'ordinateur, en train de rechercher des informations. Alors je téléphone tout de suite à Julien Pirou pour lui dire que vous ne pouvez pas regarder Retro Magic consacré à Vagrant Story. Il s'en remettra. Dans la deuxième moitié des années 90, Square, pas encore fusionné avec Enix, est incontestablement le développeur star de la PlayStation. Des titres comme Final Fantasy VII, Final Fantasy Tactics, Chrono Cross, Xenogears ou Parasite Eve sont devenus autant de jeux cultes sur la console 32 bits de Sony. Un peu moins connu que ses poids lourds, Vagrant Story est un autre chef-d'œuvre de Square sur cette machine et un jeu étonnant à plus d'un titre.
Difficile de catégoriser Vagrant Story, tant ce jeu se situe à la croisée d'une multitude de genres. Le joueur vétéran saura repérer quelques-unes des influences du jeu de Square. Au nombre des ingrédients, on trouve évidemment une bonne louche de RPG, et plus particulièrement de Dungeon Crawler. On retrouve donc un protagoniste livré à lui-même dans un dédale souterrain au tracé labyrinthique, ne pouvant compter que sur le loot obtenu en cours de route. Par certains côtés, Vagrant Story rappelle également la structure des jeux de type Metroidvania, avec ses clés à obtenir et ses pouvoirs que l'on récupère après avoir éliminé un boss. Parfois, le jeu a un petit côté survival horror de par son ambiance oppressante et morbide. Certains puzzles à base de plateformes mouvantes et de caisses à pousser ne sont pas sans rappeler Light Crusader de Treasure sur Mega Drive. Enfin, il est indéniable que Diablo, ou plus généralement les roguelikes, ont été l'une des inspirations des développeurs. N'allez pas pour autant croire que Vagrant Story n'est qu'une bête copie de tous les jeux précités. Loin de proposer un plat pré-mâché, le jeu de Square offre une expérience unique et apporte quantité de nouvelles idées dans l'assiette. L'une des particularités du titre est certainement la richesse de son système de combat. Celui-ci se déroule en semi-temps réel, un peu à la manière de Parasite Eve. En pressant une touche, le joueur gèle le temps et fait apparaître une sphère d'action qui représente la portée du personnage. Si un ennemi est à portée, le joueur peut alors choisir d'attaquer. Les dégâts sont localisés, les monstres possédant plus ou moins de résistance selon que l'on décide d'attaquer les bras, les jambes ou la tête. Plus le jeu avance, plus il devient vital de trouver les points faibles des monstres rencontrés. Le joueur devient rapidement capable d'assigner des compétences au bouton de sa manette. Lorsque le joueur attaque un ennemi, un symbole apparaît à l'écran. Si le joueur presse la bonne touche avec le bon timing, il déclenchera la compétence. Il peut s'agir d'une contre-attaque qui retourne à l'ennemi une partie des dégâts reçus, d'une attaque enchaînée et ainsi de suite. Maîtriser ces compétences et leur déclenchement sera bien vite nécessaire pour espérer survivre aux affrontements. Mais attention, car chaque action augmente le facteur de risque. Plus celui-ci est élevé, plus les attaques seront puissantes, mais plus elles auront un risque d'échouer. Se contenter de bourriner l'ennemi n'est donc pas forcément une stratégie viable. Une autre spécificité de Vagrant Story est sa gestion de l'équipement. Le joueur devra en effet apprendre à créer ses propres armes et armures et à sertir son équipement de gemmes magiques pour lui donner des effets élémentaires. Encore une fois, tout cela vient apporter de la profondeur au combat, les monstres ayant des faiblesses spécifiques à certains éléments. Côté scénario, Vagrant Story propose une histoire intrigante à base de complots politiques, de sectes millénaristes, de sacrifices rituels et de cités maudites. Le joueur incarne Ashley Riot, membre d'une unité d'élite appelée Risk Breakers, envoyée par le Parlement à la poursuite de Sydney, le chef de la secte Mullenkamp. Sydney et ses séides ont enlevé Joshua, le jeune fils du duc Bardora. Ashley a suivi la trace de Sydney jusqu'à Leamundis, une ville fantôme dévastée par un tremblement de terre 25 ans plus tôt. C'est dans les ruines de Leamundis que va s'aventurer Ashley, qui réalisera bien vite que la situation est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et que d'autres factions ont maille à partir avec Sydney. Vagrant Story représente un défi d'envergure pour Square, car la société a fait le choix de n'inclure que très peu de scènes en images de synthèse, pourtant sa marque de fabrique. L'histoire de Vagrant Story est principalement racontée par des scènes cinématiques utilisant le moteur du jeu. Le résultat s'avère plutôt réussi, même si ces séquences trahissent une influence de plus. Le style de mise en scène évoque en effet irrésistiblement Metal Gear Solid. La direction artistique de Vagrant Story fait une grande part du charme du jeu. Bon, certes, le caractère design est un peu spécial, avec ces jeunes hommes androgynes qui se promènent torse nu avec des shorts extra larges, mais on s'y fait rapidement, et il est indéniable que les deux personnages principaux du jeu, Ashley et Sydney, possèdent un charisme certain. Mais la vraie réussite se situe au niveau des décors, pour lesquels Square s'est inspiré de la ville de Saint-Émilion en Aquitaine. Vagrant Story a été conçu par Matsuno Yasumi, le créateur de la série Ogre Battle et de Final Fantasy Tactics. Certains détails laissent d'ailleurs à penser que Vagrant Story prendrait place en Ivalice, le monde de Final Fantasy Tactics et Final Fantasy XII. Toutefois, difficile de savoir s'il s'agit de simples clins d'œil destinés aux fans ou la preuve d'une réelle continuité. Si Vagrant Story a un défaut, c'est bien sa durée de vie relativement courte et les nombreuses questions laissées en suspens à la fin de l'aventure. Pour tenir les délais et pouvoir sortir le jeu avant que la PlayStation 2 ne supplante définitivement sa grande sœur, Square a en effet effectué de nombreuses coupes, ne laissant dans le jeu que la moitié du contenu prévu par Matsuno.
À ce jour, Vagrant Story reste un titre unique dans la ludothèque de Square Enix. Le jeu de Matsuno Yasumi a fait l'objet de rééditions sur PSP et sur le PlayStation Network. Il serait donc dommage de rater cette occasion de descendre dans les tréfonds de Lea Mundis. Donc voilà, j'ai passé mon petit message. Alors si le projet vous intéresse et que vous voulez qu'il se concrétise, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Il ne reste plus que 17 jours, c'est pas beaucoup. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis si vous avez un petit peu de sous après avoir payé votre abonnement à No Life et que vous voulez participer, hein. Et puis en attendant, je vous fais des bisoukas. Des bisoukas au Samu.